Donc, au risque de la performance, qu'est-ce que nous nous sommes dit en organisant cette soirée qui va être un peu comprimée puisque le spectacle commence à 20h30 et que vous serez beaucoup à y assister. Qu'est-ce que nous nous sommes dit? C'est que à travers le festival, mais bien au-delà, le Centre Pompidou était en quelque sorte traversé par la performance, que évidemment il y avait Beaubourg-la-Reine qui était un épicentre en quelque sorte de la performance, mais qu'auparavant on a invité Jean-Yves Joannet à entamer il y a plus d'1 an maintenant son grand travail de marathonien sur l'encyclopédie des guerres. Il y a aussi un cycle dit de conférences performances. Alors on verra peut-être si cette catégorie-là est totalement pertinente et va effectivement dessiner un sous-genre au sein de la performance. Donc l'idée était, à travers ces pratiques, d'avoir un premier moment de discussion autour d'elles pour les expliciter quelque peu. Et donc évidemment, on a invité les acteurs. Donc Xavier Boussiron et Sophie Pérez, les maîtres, quasiment les maîtres de séance. Mon excellent camarade Serge Laurent, qui est responsable des spectacles vivants et qui a fait ses choix de programmation. Yann Ciré, qui sera aussi un de nos performeurs dans quelques jours et qui est critique, essayiste, commissaire d'exposition et qui a concentré une réflexion sur les arts forains de Néandertal jusqu'à nos jours. Producteur aussi à France Culture, et bien sûr Jean-Yves Joannet, qui a peut-être commencé la performance il y a très longtemps à Perpendiculaire, qui est critique d'art, donc qui a réédité qui a écrit Artistes sans œuvre, qui a été réédité récemment. Et qui, évidemment, ici et surtout, traverse le Centre Pompidou très régulièrement, une fois par mois, avec l'Encyclopédie des guerres. Et donc, c'est à travers ces pratiques qu'on va essayer de cerner cette question de la performance. Et peut-être très pratiquement, très pragmatiquement, je me tourne immédiatement vers mon excellent camarade Serge Laurent, et je lui demande tout simplement quelles étaient quelle était la problématique qu'il avait, quels étaient ses objectifs, comment ça s'est déterminé, le fait de proposer à Sophie Pérez et Xavier Boussiron de faire Beaubourg-la-Reine, tout simplement. Déjà, je voudrais me présenter. Donc moi, ma pratique au Centre Pompidou, c'est celle d'un programmateur, donc une personne qui a pour charge en fait de faire une programmation de spectacle dans les domaines qu'ils soient de la danse, du théâtre ou de la musique. Et c'est vrai que si on s'intéresse au mouvement contemporain, au spectacle contemporain, eh bien évidemment, on doit faire face à faire face à des œuvres qui ne relèvent pas spécifiquement des catégories traditionnelles du spectacle que sont la danse, le théâtre et puis par extension la musique. Donc il y a un terme qu'on utilise qu'on approprié, me semble-t-il, qui est celui de performance, mais qui en fait a beaucoup de sens lorsque l'on s'intéresse à l'histoire des arts plastiques et qui en a peut-être un peu plus difficilement lorsque l'on approche cette discipline au travers du spectacle. Néanmoins, c'est clair que si l'on s'intéresse au spectacle vivant de manière, je dirais, pointue, eh bien, on doit faire face à cette problématique. Dans quelle grille va-t-on classer tel ou tel spectacle qui relève soit du mélange des genres, soit un vocabulaire, une écriture dans laquelle les spécialistes ou de danse, de théâtre ne se retrouvent pas tout à fait. Donc je dirais que ce qui sous-tend la programmation au Centre Pompidou depuis 10 ans, puisque ça fait 10 ans désormais que je m'occupe de ce programme, eh bien, c'est ce regard porté sur le spectacle contemporain et la question, l'enjeu, je dirais, de la danse, du théâtre, etc., finalement ne traverse pas véritablement mon esprit lorsque je souhaite
collaborer avec des artistes, mais simplement ce qui m'intéresse, c'est de voir si on peut, au travers de choix, faire, en tant que médiateur entre les artistes et le public, faire avancer le schmilblick, je dirais, c'est-à-dire porter un regard nouveau, ou en tout cas innovant, on va dire, sur le spectacle vivant, puisque je me réclame résolument du spectacle vivant, comme mes amis qui sont à côté de moi. Alors maintenant, pourquoi le choix de Sophie et Xavier, de la compagnie du Zéreb dans le cadre du nouveau festival? Alors le nouveau festival, vous y participez d'emblée, donc je pense que je ne vais pas vous rappeler de quel exercice il retourne, mais en tout cas l'esprit de ce festival, c'est de porter un regard sur la création contemporaine, toutes disciplines confondues, dans un même temps, un même espace, réussir à conjuguer en fait des logiques qui habituellement sont cantonnées dans des espaces, dans des lieux différents. Et bien cette fois-ci, on a essayé donc dans un même lieu, un même espace, de réunir des artistes d'univers très différents, mais qui participent tous de cette belle entreprise qu'est, me semble-t-il, la création contemporaine. Alors donc, dans le cadre de ce nouveau festival, dont le commissaire est Bernard Blisten, moi, en tant que responsable d'une programmation de spectacle, bien évidemment, on m'a dit, eh bien Serge, quelle serait ta réponse à cet exercice, en dehors, bien évidemment, d'associer au festival aussi les spectacles qui ont lieu en grande salle, comme c'est le cas régulièrement dans la saison. Et de façon très très spontanée et très évidente, il m'a semblé vraiment opportun de demander à Sophie et Xavier en fait de se prêter à cet exercice qu'ils ont saisi d'ailleurs de façon très très enthousiaste et avec beaucoup d'élan. Et notre histoire avec Sophie et Xavier, parce que je pense que c'est pas quelque chose que j'aurais demandé s'il n'y avait pas une complicité de plusieurs années entre, je dirais, le Centre Pompidou au travers des spectacles vivants et la compagnie du Zérep, puisqu'on travaille ensemble depuis 5 ans. On a coproduit 2 pièces, on a diffusé une première. On est déjà même sur un projet pour 2011, parce que je crois que si on veut profondément inscrire l'identité d'un lieu, il faut savoir, tout en étant prospectif, accompagner des artistes, au moins sur un moyen terme. Donc c'est ce que l'on a décidé d'entreprendre ensemble. Alors pourquoi Sophie et Xavier ? C'est tout simplement parce que leur univers, de mon point de vue, et on le voit dans leurs pièces, déborde largement du cadre exclusif du théâtre. Sophie, donc, que je présente rapidement, qui est d'abord une scénographe, qui a fait la Villa Médicis, enfin qui a été résidente de la Villa Médicis en scénographie, et qui est aujourd'hui donc metteur en scène de théâtre, en association avec Xavier Boussiron, qui est à la fois plasticien, musicien, et qui participe bien évidemment à l'élaboration de tous les spectacles de la compagnie. Ce qui m'intéressait, c'était cette capacité qu'il pouvait avoir de prendre en compte un espace, de le rendre plastiquement viable, fort, je dirais même. Je ne sais pas si vous avez vu donc l'installation de Beaubourg-la-Reine, puisque l'installation s'appelle Beaubourg-la-Reine, juste au-dessus, à l'espace 315. Donc un espace plastique, un environnement particulier, un clin d'œil aussi au théâtre, et vous en parlerez. Et en même temps, une installation qui a en quelque sorte une valeur d'usage. C'est-à-dire que de l'autre côté, eh bien, c'est un petit théâtre dans lequel donc sont programmées de nombreuses performances, mais qui en fait ne sont pas toujours des performances. Pour en revenir au débat, il s'agit parfois de mini-concerts, d'extraits choisis des pièces du Zérep, ou même des pièces cohérentes en elles-mêmes, abouties, je dirais. Et là encore, mon choix s'est porté sur Sophie et Xavier, parce que en dehors de leur pratique théâtrale, eh bien, ils ont aussi un regard sur la création, et ils ont fait des choix. C'est une carte blanche en fait, et pour un programmateur, c'est pas évident de donner une carte blanche à des personnes, enfin à se dessaisir en quelque sorte de cette prérogative. Et là, je l'ai fait avec beaucoup de plaisir et beaucoup de surprises, comme celle de ces jours derniers. Voilà, ce qui explique un petit peu le contexte dans lequel on peut donner la parole à Sophie et Xavier ce soir.
Mais je pense que le mieux est maintenant de répondre tout de suite à cette sollicitation. Xavier ou Sophie, je ne sais pas. Quelle liberté, quelle possibilité vous a offert cette proposition de Vous pour la Reine par rapport au spectacle que vous avez conçu auparavant? En fait, comme je disais, le cadre de l'exposition, pour moi, se posait comme le cadre de Lorenzaccio pour Laisse les gondoles ou le cabaret pour Le Coup du Cric. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en branle quand on est invité dans une exposition, et se posait pour moi, en tout cas, on en a déjà parlé, pas du tout le problème de la performance ou du spectacle. En fait, c'est une question que je me suis absolument jamais posée. Et par contre, la place du spectateur, de ce qu'on voit, de l'objet, de l'être humain dans l'objet, de ce qu'on manipule comme ça à voir. Et c'est vrai que de penser une installation dans ce cadre-là, c'était une sorte d'évidence pour nous, parce que c'est des problématiques qui se posent dans les spectacles, même si le rapport est frontal, c'est-à-dire jusqu'où on va tenir le spectateur, sur quoi on va le faire fuir, qu'est-ce qui pose problème, les histoires de vide, de plein, et de toutes ces histoires qu'on manipule dans chaque spectacle. Et là, c'est vrai que pour le nouveau festival, c'était vraiment l'idée de la sculpture, de l'objet, et de se dire que dans le socle de la sculpture, il y a des êtres vivants. Et en fait, ce qui est assez marrant à voir, c'est comment les spectateurs arrivent dans cet espace. Il y a l'idée du gradin qui est toujours occupé. Les gens lâchent pas trop l'affaire, et donc il y a une chose du spectacle qui s'instaure. Et malgré tout, il y a aussi une notion, le fait que ce soit gratuit. Je pense que, comme ils peuvent pas dire rembourser, c'est une honte, tout ça. Ce qu'on a déjà eu dans les spectacles, c'est avec nos impôts qui font ça et tout ça. Donc c'est vrai que les gens sont un peu plus peinards, du coup, parce que quand c'est gratuit, on en prend plein les mirettes, et puis on peut passer 2-3 heures à... Et du coup, je trouve que même avec les programmateurs, c'est assez marrant, parce qu'ils sont moins stressés en venant nous voir que quand ils viennent nous voir dans les salles. C'est-à-dire que dans les salles, ils ont toujours l'impression d'être un peu pris en otage de tout ce que ça appelle, alors que là, c'est vrai que c'est plus tranquille, la perf. C'est pas mal. Oui, puis ce qui doit rassurer nos amis les programmateurs, c'est qu'on est aussi un peu, par nos invitations, des programmateurs aussi dans cette histoire. Et c'était le contrat qu'on s'était fixé à l'origine, parce que ce qui est assez difficile dans ce genre de circonstances, qui sont des espèces d'expositions qui se veulent un peu vivantes, et on a eu pas mal d'exemples quand même depuis 15 ans, c'est-à-dire qu'il y a toujours un mec dans un coin avec une platine, ou bien, et je suis bien placé pour le savoir, ou bien en train de jouer de la musique, et puis qui anime à un moment cette exposition qui ferait que on a cru toucher du doigt un truc qui était le contraire d'un objet, c'est-à-dire un être humain. Et ça paraît assez goguenard comme ça, mais c'est vrai que c'est une chose sur laquelle on a quand même pas mal réfléchi avec Sophie, et le fait d'orienter donc d'un côté cette sculpture qui était un peu la base à l'origine, qui est une sorte de symbolique comme ça, comme c'est entre une enseigne, un crâne qui pourrait sortir du musée d'histoire naturelle, et puis cette belle évocation de Venise, qui a une sorte de berceau quand même du spectaculaire. Il y avait de l'autre côté, en effet, cette histoire de convoquer, d'inviter plutôt des gens, et ça va de Claudia Triozzi, en passant par Philippe Catherine, en passant par Constantin Dulca, que vous avez peut-être vu dimanche, qui est un chanteur de rue. C'est-à-dire que ça dresse toute une espèce de panorama culturel qui n'est pas forcément directement notre histoire, mais qui est une espèce d'archivage qui semble être, au bout du compte, enfin on verra ça dans 3 semaines, qui semble être une sorte d'autoportrait aussi, à la fois de nous-mêmes et de ce qu'on pense être du spectacle. Et c'est vrai que le spectacle a toujours été une sorte de petite vérole dans le monde de l'art contemporain, parce que il fallait à la fois s'en défaire, et c'était un excitant extrêmement fort pour qui montrait des peintures, pour qui faisait des expositions. C'est vrai qu'il y a a priori une aridité dans le rapport à l'objet qui peut être résolue par la présence humaine. Donc dans l'histoire de la performance, il y a eu cette résolution peut-être de la présence humaine qui a été
qui a été espéré. Et c'est pour ça que nombre de performeurs ont ramené de la vie là-dedans, mais en convoquant aussi l'acte, plus ou moins spontané, face à la réification et à l'autorité d'une œuvre comme ça qui serait à respecter à la fois par sa valeur marchande et à la fois par sa valeur historique. Et donc nous, on a réfléchi à ça, et puis en même temps, la performance, c'est pas un problème. Fondamentalement, c'est une autre pratique, que je pense que celle qu'on a notamment dans le ZEREP, c'est une autre pratique. C'est-à-dire que la compagnie du ZEREP, et via Sophie qui a inventé en fait cette compagnie, la manière de travailler, la manière d'envisager le théâtre, la manière peut-être de le déplacer, mais moi je pense que c'est plutôt de l'enfoncer dans son trou, fait sans doute appel parfois à des ressorts qui touchent au rire, qui touchent à des manières d'être sur scène qui peuvent rappeler la performance. Mais fondamentalement, c'est pas du tout le but de rentrer dans le wagon et la catégorie de la performance. Mais ça la convoque quelque part. Oui, quand on avait préparé un peu quand même cette conversation, je crois que c'est Sophie qui avait une formule très suggestive, mais sur laquelle on peut peut-être revenir, qui était Beaubourg-la-Reine, c'est une mise en spectacle de la problématique de la performance. Tu peux peut-être commenter ce propos ? C'est vrai que j'avais dit ça. Elle est bien. Oui. Mais non, mais c'est vrai que du coup, par exemple, c'était marrant hier ce qu'ils ont fait de la poterie pendant 3 heures. Et donc il y a un type qui est revenu aujourd'hui en disant est-ce qu'ils refont de la poterie aujourd'hui ? Et je me disais, tiens, c'est pas mal d'être addict à la performance, alors de se dire que ça deviendrait du spectacle. Et je trouvais ça assez drôle. C'est-à-dire que le mec, il voit des mecs en train de faire de la poterie, c'est une performance, du coup. Puis il se réjouit tellement, il se régale tellement qu'il est sûr que ça va recommencer demain à la même heure. Et je me dis, bah voilà, tout est réglé, quoi. Non, mais le mec, il s'est pas régalé parce que c'était une performance. Il s'est régalé parce qu'il a vu un truc qu'il n'avait jamais vu nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est pas le terme qui décide de ce que doivent être les choses. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui se passe. Et c'est vrai qu'il aurait espéré pouvoir voir ça tous les jours pendant 1 mois et que cette espèce de drôle de drogue à base de glaise puisse le ravir. Mais je pense que c'est ce qui est important et c'est ce dont on avait parlé. Ah non, c'est pas un spectacle. Non, mais en tout cas, ce qu'il a vu, c'était comme... Dans le micro, Sophie. Non, mais je pense que sa réaction était une réaction de spectateur. Je veux dire, c'était une performance dans le sens où c'est des choses que nous, on manipule en répétition et que pour la première fois, on montre. Hein. C'est-à-dire que quand ils font les paysans dans le Gombrowicz Show, ils le font 3 minutes dans le spectacle, c'est des séances de répète de 3 heures de paysans polonais. Et ça, il n'y a que nous qui avons la chance de voir ça. Et là, on a l'opportunité, au lieu de mettre 3 minutes de poterie dans Jean Charles, d'en faire 3 heures. Et dans ce sens-là, ce serait, alors le terme, on s'en fout un peu, mais dans ce sens-là, ce serait un mode d'expression particulier qui est lié à cette installation dans le nouveau festival. C'est-à-dire que c'est pas un bout de spectacle, c'est pas un spectacle. Ah non. Donc c'est, je sais pas, alors performance, work in progress, travail à l'atelier, travail à la table sur la poterie, je sais pas comment. On dit patchwork in progress. Patchwork in progress, mais. Jean-Yves, je suis tranquille là. Jean-Yves, est-ce que, toujours pour essayer de cerner cette notion de performance, est-ce que dans cette entreprise extraordinairement originale qui est l'Encyclopédie des guerres, est-ce que le fait de l'avoir catégorisé dans les conférences performance, ça représente une réalité ou c'est purement une étiquette sans beaucoup de portée ? Dans mon cas, c'est une étiquette sans beaucoup de portée parce que je n'ai ni la pratique du ZEREP ni l'accès théorique de Yann Siré à cette histoire
cette épopée historique et transhistorique de la conférence performance ou de la performance. Donc, moi, c'est un terme qui est même pas confortable, en fait. C'est juste ça désigne quelque chose qui se passe sur cette scène face à des gens, mais parfois j'appelle ça conférence, parfois j'appelle ça performance, parfois séance, parce que j'ai jamais fait d'analyse, et parfois je sors de là où je me dis ça ressemble peut-être à ça, une analyse, et puis surtout, et c'est en cela que je ne vais pas prendre la parole trop longtemps, parce que c'est que là où c'est sûrement très intéressant de voir à quel point de rupture la performance se démarque d'autres formes scéniques, on va dire. Comme je ne connais pas ces autres formes scéniques, parce que moi j'ai peur au théâtre, donc je ne vais pas au théâtre, je vois plutôt la manière dont ça se démarque de formes dites littéraires. Enfin, pour être beaucoup plus concret, je ne dors plus depuis que je sais que Beigbeder a eu un prix littéraire, en fait. C'est-à-dire que je sais qu'il a eu le prix Interallié il y a très longtemps, mais j'étais jeune, je m'en foutais. Mais là, le Renaudot, c'est un prix important. Et je suis quand même allé en librairie pour lire ce que c'était qu'un roman de Beigbeder. Enfin, j'ai lu les premières pages. C'est quand même... Bon, je ne veux pas charger la barque, c'est facile, on s'en fout, mais c'est quand même très très grave. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, on s'imagine qu'il y a peut-être une autre manière de continuer à faire la littérature sans publier des livres comme Beigbeder. C'est-à-dire qu'on peut continuer à faire de la littérature, de raconter des histoires, rendre compte de ce qu'est un récit aujourd'hui, une fable, une légende, tout ce qu'on veut, sans faire la même chose que Beigbeder. C'est que Beigbeder nous interdit quand même de publier des livres aujourd'hui. Et je pense que c'est quand même très très compliqué de continuer à accepter cet amalgame entre des gens qui seraient des écrivains et des gens qui seraient des producteurs de livres. Donc le problème, il n'est pas récent, il est ancien. Mais juste une chose, je pense que pour moi, l'encyclopédie des guerres, c'est juste une manière de continuer à faire de la littérature sans qu'on puisse me dire un jour, tiens, tu fais la même chose que Beigbeder. Voilà, c'est un peu ça. Mais en cela, c'est une grande tradition de la performance, puisque quand elle est née dans les arts, quand elle est apparue dans les arts plastiques au début du siècle, c'était une manière de dynamiter les catégories, les écoles, etc. Et donc, on pourrait dire que tu assignes à la performance par rapport à la littérature le même rôle que Dada ou autres pouvaient assigner à la performance par rapport aux écoles dont ils étaient. Oui, aujourd'hui, oui, ça va. Je pense que ça va. Je vais oublier très vite, et puis ça deviendra. Il y aura d'autres moteurs et d'autres prétextes, mais ce sont des moteurs et des prétextes extrêmement changeants, instables et à la météorologie très irrationnelle. Alors, Yann Ciré, comment ces pratiques s'inscrivent dans une grande téléologie de la performance ? Non, il n'y a pas de théologie de la performance, parce que la performance, au sens historique, elle est terminée. C'est fini. C'est-à-dire qu'elle a duré un siècle, elle a été extrêmement percutante, pertinente, et puis quand tout est devenu performatif, tout d'un coup, la performance serait peut-être devenue l'interruption ou quelque chose comme ça. Donc en fait, il y a plusieurs niveaux. Alors, pour essayer de joindre les deux pôles, moi, ce qui m'intéresse énormément dans le travail de Sophie et de Xavier, c'est qu'ils justement, ils ont réussi à rendre indiscernable la performance, donc la présentation, et l'exemple qu'ils viennent de donner, si j'avais voulu essayer de l'inventer, j'y serais pas arrivé, mais c'est exactement ça, et la représentation, puisque la seconde fois, c'est effectivement, ça devient de la représentation. Et cette espèce de porte étroite, ce fil comme ça, où on ne sait pas si on est du côté de l'acte, ou si on est du côté de l'art, et pour moi l'une des choses les plus intéressantes, parce que je pensais que au fond, par rapport à la performance, on ne pouvait plus avoir que moi ce que j'appelle le membre fantôme des avant-gardes, c'est-à-dire que cette chose-là s'étant terminée dans les années 70, pour des raisons qu'on pourrait expliquer, on ne pouvait plus en avoir que comme on vous a enlevé un membre et puis que vous le sentez. On sent qu'il y a quelque chose qui manque, on sent qu'il y a un corps qui manque, on sent qu'il y a un acte qui manque, qu'il y a des attitudes qui manquent. Et puis, comme ça, par bribes, 2, 3, 4, 5 personnes, et Bob Ryan est l'un des exemples, j'ai vu une manière de comment on pouvait ressaisir la question, et qui est une très très belle question, qui se joue en fait sur l'explosion que la performance a opérée entre culture dite savante, dite haute, et culture populaire.
Je pense que c'est là où se joue quelque chose de la performance. Parce que la performance a toujours été indexée sur un grand autre, en fait. Là, aujourd'hui, c'est le spectacle, en fait, on peut dire ça comme ça. C'est le spectacle qui est le grand autre de ça. Ça a pu être les gays, hein. Dada, juste après la Première Guerre mondiale, déconstruisent et reforment le langage. Le surréalisme arrive. Seconde Guerre mondiale, vous n'avez pas les performances de Butoh, de Guta, etc., qui viennent juste après la guerre et juste après l'éclatement atomique. Et donc la performance est constamment un processus qui s'inscrit dans l'histoire. Vous avez aussi un autre grand autre. Moi, je dirais qu'on est... Alors, le raccourci va vous paraître extrêmement violent, mais on est entre la croix et les deux tours, en fait. C'est-à-dire qu'on a un grand autre qui, dans la performance, va agir beaucoup, qui est la crucifixion. C'est-à-dire le Christ, qui est une performance positive, puisqu'on peut renaître, il y a résurrection, assomption, etc. Performance extraordinaire. L'Église qui arrive, donc comme on dit, on n'a pas eu le royaume, on a eu l'Église. L'Église se liant, je vais vite, à l'État-nation, pousse en fait toute une partie de la culture populaire, messe noire, etc., vers le monde de la nuit, vers en fait les hérésies. Donc on commence à brûler les gens qui font ce qu'on fait là. C'est-à-dire, voilà, si on pratique des choses comme le magnétisme, l'hypnose, la sorcellerie ou l'acte même, tout passe du côté de la représentation, c'est-à-dire du côté du pouvoir en fait. Être du côté de la représentation, ça a été très longtemps être du côté du pouvoir. Donc c'est un contre-pouvoir formidable que la culture qui reflue dans la culture populaire, avec tous ses côtés païens, etc. Et donc, alors si on va vite, vous retrouverez la trace de ça, mettons, par exemple, chez quelqu'un comme Chris Borden. Si vous trouvez les coups de fusil qui se fait tirer dessus, ou alors Transfigured Fixed, où il est cloué à une voiture, en crucifié, indexé par ça. Si vous prenez les anthropométries d'Yves Klein, vous allez trouver la même chose. Je ne parle même pas des actionnistes viennois, où là, le cérémonial, avec Hermanitch et tout ça, fonctionne à fond. Vous trouverez ça chez Marina Abramovic, etc., avec l'histoire de l'ex-Yougoslavie et plein de choses comme ça. C'est toujours indexé sur quelque chose de plus grand que lui. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans une performance et qu'est-ce qui fait que ce travail m'a intéressé? C'est que sa qualité était... Donc c'est pour ça que le modèle christique est un modèle absolument saturant. C'est qu'il avait la capacité de tout changer, de reformuler notre généalogie, là où on est, qui on est, dans quelle filiation. Comme dirait Kafka, ce que je disais à Jean-Yves, cette phrase dans le journal, la main devant et la main derrière. C'est-à-dire, à qui me tient la main derrière moi, quelle est la tradition, quel est mon rapport à cette tradition-là, qu'est-ce que moi je passe devant. Et on sent bien qu'on nous a coupé en fait de cette histoire. Et donc cette remontée qu'ont opéré, c'est vrai que je parlais de Moreau Fantôme, les avant-gardes en fait, en prenant, alors je vais donner des exemples très simples, en prenant Chaplin ou tous les grands burlesques américains comme modèle, toutes les avant-gardes ont ça dans le viseur. Si vous prenez le clown torture par exemple de Bruce Nauman, il y a des tas de formes qui se font et qui sont en fait des reformulations de la généalogie. Et dans cette voie de la culture populaire, vous avez la culture pop tout court. Donc la culture populaire dont je viens de parler, elle est plutôt occidentale, celle qui va être celle des entresorts. Bob pour la reine, pour moi, c'est un entresort. C'est-à-dire on entre, on sort, effectivement, c'est comme on veut et tout, et on voit des expériences. Il y a des expériences qui se passent. C'est comme quand les gens venaient se faire irradier pour faire les premières photomatons, ils en sortaient complètement brûlés. C'est comme quand ils allaient se faire hypnotiser, ce que ça se compte toujours, c'est que ça fonctionne toujours par dégénération. J'appelle le fait, donc peut-être un nouvel art dégénéré. C'est-à-dire que Charcot apprend l'hypnose à Freud, Freud va l'utiliser, simplement Charcot va l'apprendre dans un cirque avec Robert Houdin, quoi. Donc tout d'un coup les arts forains remontent dans le grand art, et en même temps le grand art revient, donc collage, lacération, tout ce qu'on a connu dans la destruction et la déconstruction donc des œuvres. Et donc là, mais c'était vrai dans le Gombrowicz Show et dans autre chose, on n'est ni dans la destruction, ça c'est fini, ça c'est classé, ni dans la déconstruction, ni dans le remake en fait de quelque chose qui reviendrait. Mais on est dans un vieux fond populaire qui consiste à amener du trouble, encore une fois, dans la filiation et dans la généalogie.
Donc, je donnais l'exemple de la pop culture, qui est lié à cette histoire. Vous savez que Barnum, qui est donc le père de tout ça, de tout ce qu'on connaît, dans les années 1870, fait tout le tour de l'Europe pour son cirque et son musée, et il ramasse en fait toutes les excentricités, les cabinets de curiosité, les merveilles qu'on avait assemblées et qui étaient tombées en ruine. De plus, ça n'intéressait absolument plus personne. Il les ramène aux États-Unis et il en fait du spectacle. Et il en fait de l'attraction foraine. C'est le début en fait de la culture pop qui naît à ce moment-là et qui vient d'un rap. Donc pour moi, le rap, c'est pas le fait que Rauschenberg ait le prix à Venise à un certain moment qui déclasse en fait l'art européen, mais c'est bien en amont que cette chose-là se fait. Et pour vous donner un exemple dans cette culture pop de la dégénération en fait à plusieurs degrés et comment une généalogie se reforme, l'emblème, parce que là c'est quand même l'actualité la plus récente, quelqu'un comme Michael Jackson par exemple continue la culture Barnum du Frix, en fait, et en même temps change complètement les paradigmes de la généalogie. Homme, femme, noir, blanc, enfant, adulte. Il reformule complètement ce spectaculaire-là. Et donc, il nous repose une question à nous par rapport à la filiation. Et vous savez qu'il a travaillé avec le mime Marceau, chose très très méprisée ici, enfin que sont pas mondialement. Voilà, exactement. C'est-à-dire que toute cette partie de la culture populaire qui est repris ici, le cabaret et des tas de choses comme ça, a été totalement méprisée. C'est pour ça que vous parliez d'encyclopédie, et que quand moi j'ai découvert ce monde, qui touchait vraiment à l'anthropologie et vraiment à chacun de nous, j'ai dit mais c'est incroyable, c'est un monde mais d'une vastitude, et qui, du fait qu'il a été refoulé dans les marges, comme je vous l'ai dit, on a brûlé des gens, parce que tout simplement, on a brûlé des jongleurs, on a brûlé en place de grève les gens qui étaient sur les marchés de foire et qui justement faisaient ce qu'il ne fallait pas faire et qui étaient normalement pas dans la discipline des corps, disons dans la manière d'être discipliné. Donc effectivement, pour ne pas être brûlé, ça a reflué vers le spectacle. Et ça a continué à vivre de manière comme ça, sous-jacente, tout le temps. Et au moment des avant-gardes historiques, c'est remonté à travers tout ce que vous connaissez. Une affiche lacérée, qu'est-ce que c'est ? Une toile découpée, tout le grand cinéma burlesque qui arrive, tous les phénomènes d'aura qu'on pensait réservés aux campagnes lointaines. Tout ça remonte, les spectres dans les photographies, tout ça remonte dans l'art, dans le grand art. Et ce qui se passe, c'est qu'au fond, ce monde de la performance va aller donc très très loin dans cette espèce de jonction entre donc culture savante et culture haute. Mais cette espèce d'articulation, elle a été dynamitée à partir du moment où tout est devenu en fait performatif. C'est-à-dire que, et là encore, on a un grand autre, donc ça n'est pas effectivement à ramener du côté du spectacle, quoique. Le grand autre, par exemple, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus grande performance que d'aller s'encastrer dans 2 tours. Le World Trade Center est la performance négative par excellence. C'est la performance qui vient au bout d'elle-même, puisque son performeur, c'est le kamikaze, qui se fait littéralement dynamiter et qui dynamite évidemment les autres avec lui. C'est le comble du nihilisme. On est là arrivé à un point total. Aucun performeur ne pourra aller aussi loin que cette chose-là. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de performances ont recyclé, vous devez en avoir en tête, ont recyclé ces images-là, tellement elles étaient performatives. Un trader, c'est du performatif. C'est je vends tant, je fais ça tant. Donc, dans ce monde-là, il fallait créer une sorte de déplacement, une interruption, interrompre certaines choses, reprendre certaines généalogies, reprendre certaines traditions, créer de l'indiscernable, changer les espaces pour pouvoir ne pas se retrouver pris dans la performance, disons qu'on peut dire globalisée mondiale actuelle, où tout le monde est censé être dans la performance au fond. Si on prend le cas dont parlait Jean-Yves, par exemple, c'est simple. Quand j'ai commencé, on faisait des conférences
mais comme des vieux profs. On pouvait arriver avec un sac, quelques notes, souvent un cours ou un séminaire. Et puis ensuite, on nous a demandé d'amener des images. Puis on nous a demandé d'amener des films. Puis on nous a demandé d'amener du son. Et puis à la fin, on nous a demandé de devenir quasiment un acteur. Et tout d'un coup, on s'est mis à changer d'identité, de rôle et d'espace. Et on a été indexé, encore une fois, par rapport à ce grand autre. Et tout ça au nom du performatif. Parce qu'il fallait être performatif. Donc cette chose-là, pour moi, est absolument cruciale. Alors ça peut prendre des allures, comment dire, chamarrées, baroques, tout ce qu'on veut. Ça peut jouer avec tout le mauvais goût, et tout ça, c'est pas le problème. Mais ce que Xavier et Sophie ont opéré, c'est en fait à la fois, comme disait Kafka, reprendre des choses de très longue tradition, reprendre des figures, reprendre des icônes, et les faire passer ailleurs, tout en les retirant à ce tout performatif. Voilà, c'est ce que je pourrais dire en résumé et en substance. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce portrait? En serriant peut-être. D'abord les généalogies. Oui. Moi, j'aime toujours beaucoup ce que raconte Yann sur tout ça. De toute façon, je suis une sorte d'adepte de cette église foraine. Mais non, c'est vrai que dans un sens, oui, on a ce point commun avec Sophie qui fait qu'on... C'est-à-dire que c'est comme quand on conduit une barque. C'est-à-dire que pour conduire une barque, il faut regarder par derrière. Parce que vous pouvez pas regarder la direction dans laquelle vous allez. Et c'est vrai que cette histoire de généalogie, elle est assez fondamentale, mais en même temps complètement inconsciente. Alors c'est vrai qu'étant le théâtre a les sacoches tellement pleines, aussi bien en France qu'en Angleterre, etc. C'est vrai que moi je viens pas du théâtre à l'origine, je viens des Beaux-Arts, donc c'est vrai que c'est une espèce de secteur que j'ai quasiment dans lequel je suis rentré de justesse. Mais fondamentalement, ce qui fait qu'avec Sophie, on arrive à travailler d'une manière très, très pragmatique, c'est qu'on aurait des références et des exemples assez communs, mais qu'on ne filtre pas du tout de la même manière. Et c'est cette espèce de jus qui en sort, chacun à notre façon, qui contribue à cette espèce de drôle, en effet, de drôle d'appréhension, à la fois de l'histoire, de la référence, une espèce de turbine comme ça, qui est sans arrêt, mais qui avance. C'est vrai qu'il avance. C'est-à-dire que nous, on est beaucoup passé, je pense que c'est le point commun qu'on peut avoir, c'est qu'on est beaucoup passé à côté des théories de fin de l'art et des choses millénaristes comme ça, même si moi j'aime beaucoup les sociétés secrètes, mais c'est vrai que sur l'art, on a toujours une espèce de rapport assez méfiant, à la fois méfiant et jouissif à la forme, qui fait qu'on passe pas notre temps à disséquer le cadavre, hein. C'est-à-dire qu'on essaye plutôt de le relever que de savoir ce qu'il y a dedans, quoi. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est, on en avait parlé lors d'une interview pour France Culture dans la série, en fait, qui est sur ce thème, c'est quand vous prenez Gombrowicz, vous prenez déjà un Gombrowicz au second terme, puisqu'il prend Les Envoûtés, qui est déjà un roman de gare. Donc déjà, lui, il a déjà en fait dégénérer déjà une forme, qu'il a régénéré en même temps. D'ailleurs, c'est ce double mouvement, faire dégénérer et régénérer dans le même mouvement. Vous vous en emparez et vous faites le même mouvement en le déplaçant par ailleurs. Et ce qu'il y a, c'est que c'est un peu comme un DJ en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on peut toujours faire après des parallèles avec ce qui se passe dans la musique, dans le son et tout. Donc prendre ce que Didier Bormann appellerait, ou avant lui, Aby Warburg, son maître, des images survivantes, qui sont faites des vinyles. Vous prenez de très très vieux vinyles, vous les scratchez, qu'est-ce que vous faites? Vous faites réapparaître des très très vieux sons, de très très vieilles généalogies, des choses qu'on ne pouvait plus entendre, puisque même techniquement, maintenant, pour entendre un vinyle, c'est compliqué et tout. Et tout d'un coup, vous faites revivre. Donc ces images qui s'étaient gravées, ces images sonores qui s'étaient gravées, et là je fais une sorte d'analogie avec le travail de Sophie et Xavier, vous les faites réapparaître en fait. Ces choses-là, elles réapparaissent, mais elles réapparaissent comme neuves et remixées
d'une autre manière. Avec ceci de très particulier, c'était dans le petit entretien qu'on avait fait dans le catalogue, c'est qu'on pourrait dire, ah bah ouais, mais c'est ce que tu disais au tout début, Xavier, c'est que c'est ce qu'on appelle, alors de cet affreux mot, la transversalité, l'hybridation, enfin tous ces trucs dont on nous a qui évite justement la question généalogique, la question anthropologique, qui évite en fait quasiment toutes les questions. C'est une manière de ne pas penser en fait, de penser en termes de transversalité ou d'addition. Donc là on met un DJ, après on va mettre un jongleur, ensuite on met un type qui récite un peu de Beckett, et puis derrière il y a quelqu'un qui fait des grimaces avec un masque. Bon, et donc on voit pas les grimaces qu'il fait. Bon bref, ça, on peut jouer comme ça sur tous les plans. Mais dans ce remixage donc de ces formes comme ça survivantes qu'on fait réapparaître et à volonté, ce qui est donc est une sorte de manière de faire couler les choses presque de source. Il y a un reste en fait. C'est-à-dire que chez un DJ, il n'y a pas de reste. Tout est fait pour le fun. Tout est fait pour le hardcore. Tout est fait pour le beat, le tempo et la rave. J'ai rien contre, hein, ce n'est pas, mais simplement il n'y a pas de reste, quoi. C'est-à-dire, bon, il suffit de voir l'état dans lequel vous êtes à la fin. Je ne sais pas si ça va être beau reste ou des restes, mais disons qu'il n'y a pas de reste. Et là effectivement, l'indexation sur le spectaculaire, puisque donc, après le religieux, après tout ce qu'on veut, tous les régimes, disons tous les ordres, ce que Foucault appelait les ordres, là, il n'y a pas de reste. Là, dans toutes les formes que j'ai vues chez eux, ou même quand Sophie seule, ou vous avez, il y a un reste qui n'est pas, alors j'aime pas le mot, pas récupérable, mais dont on ne peut rien faire en fait. On ne peut rien faire de ces poteries, elles n'ont pas d'usage de cette façon, sauf à les répéter, à les faire passer dans le théâtre. Mais c'est pas ça le but de l'opération, et ça se fera jamais comme ça, à moins que, je sais pas, qu'on propose pas. Il y a quelque chose qui, tout d'un coup, dans la dégénération, enfin comme on fait dégénérer des sons, ce que font les mixeurs et les scratchers, il y a quelque chose qui subsiste, qui est un peu comme une sorte de pierre d'angle, de pierre noire en fait, qui reste inavalable en fait, qui ne peut pas rentrer dans ce grand autre du spectaculaire. Voilà. Et c'est ça, et c'est ce point-là, alors là pour le coup, qui est vraiment très intéressant. Et avec ça, on est libre puisqu'on peut sortir et rentrer par la forme physique que Bob Larraine prend. Jean-Yves, sur cette résistance au grand autre et sur le reste. Vous voulez absolument savoir la première phrase du roman de Frédéric Beigbeder. Vous me relancez sur... La première phrase du roman de Beigbeder, c'est... Non, je l'ai oublié déjà. Juste sur cette histoire de poterie, parce que c'est très bien ce que disait Sophie sur l'idée que moi j'ai eu la merveilleuse chance d'assister à des séances de travail, à la manière dont, en effet, c'est ce que disait Sophie, pendant des heures et des heures, il y a des choses qui se font avec un bout d'objet, des choses qui se tentent avec ça, avec des trucs. En effet, c'est ça qu'on a envie de voir aussi. Donc, ça me faisait me rappeler d'une très très belle anecdote, le fait que Jacques Tati, à la fin de sa vie, avait rencontré Buster Keaton à New York. Et quand il est revenu, les gens s'empressaient autour de lui et lui disaient « Mais ça doit être incroyable ce que vous êtes raconté, votre histoire de cinéma, de vos anecdotes. » Et il dit « Non, en fait, on s'est vu 2 jours et on n'a pas échangé un mot. Et on était dans une pièce et il y avait une chaise. Et il disait on a fait des expériences avec la chaise. Alors on la manipulait comme ça, on la mettait sur 2 pieds, puis on essayait d'imaginer ce que ça faisait que de tomber sur une chaise. On l'appuyait, on la couchait. Et il dit pendant 2 jours, on n'a pas échangé un mot, on a fait quelque chose avec une chaise, une seule chaise. Et je ne sais pas si la légende est vraie, et on s'en moque un petit peu, mais je me dis qu'il y a ça qui est merveilleux. Je pense que c'est plutôt ça qui me bouleverse, en fait, dans la manière dont vous avancez et dont vous montrez des gens qui bricolent avec des objets. Et ça me permet de revenir un petit peu à cette, c'est pas une étymologie, en tout cas, cette origine due à Austin, en fait, dans le domaine de la linguistique, à savoir que le performatif, c'est dire, c'est faire, mais qu'avec l'exemple que j'ai cité là, c'est surtout que faire, c'est dire. Et ça nous va très bien, cette idée de pouvoir remplacer des discours par des manipulations ou des jeux de passe-passe. Et voilà.
On a peut-être encore juste quelques minutes s'il y a une ou deux questions qu'on peut prendre. Parce que, évidemment, comme souvent, vous ne saurez pas plus précisément ce qu'est la performance, mais vous aurez étendu le champ de vos interrogations à son propos. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, je vais poser une question que j'ai pas pu poser. En fait, il y a eu un colloque sur la performance de la colline avec Richard Schechner il y a 2 ans, et j'ai pas trouvé le moyen d'immiscer cette question qui me taraude un peu concernant la performance. C'est tout bête, c'est tout simplement l'homonymie entre la performance et la performance qui vient du management et qui occupe tout un autre champ. Voilà. Et comment dire, quand Yann Siré parlait du tout performatif, je trouve que ça rejoint aussi cette concomitance entre un petit peu gênante, un peu dérangeante entre ces deux termes quand même. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est tout sauf fortuite. Hein. Elle est tout sauf fortuite. Sans aller dans le sens de ce que Boltanski disait dans son livre sur le fait qu'en fait les avant-gardes ont été totalement absorbés par le management en fait. Et cette idée d'auto-création de soi, quand je parlais de troubles dans la généalogie, dans la performance, c'est une auto-création de soi, mais exactement comme comme n'importe quel manager, qui s'auto-crée de lui-même. Et ça a signé, je crois, la mort de la performance. Parce que des corps n'arrivaient plus à sortir de cette espèce de... Mais c'est comme mai 68. Mai 68 est arrivé, ça a été une grande déflagration. D'ailleurs, la performance est très liée à mai 68. Moi, par exemple, je fais sur l'idée de Xavier quelque chose sur Jean Vilar. Ça ne me serait pas venu à l'idée dans le genre. Mais après, je me suis dit, mais finalement, non, c'est intéressant. Regardez, par exemple, parce qu'ils sont quasiment contemporains. À la même époque, ils sont avec Dulin, et puis l'autre, il est avec Jeune France, parce que alors, Vichy vient de créer un truc, il est là. Alors, si vous le dessinez comme ça facilement, on dit voilà, il a une casquette, une cigarette, et puis une sorte de pas de blouse, mais de bleu de travail, quoi. C'est le français moyen. Les mains dans le cambouis. Alors ça, vous avez ça tout le temps. Et en même temps, simultanément, vous avez quelqu'un qui se fait appeler Dionysos, qui se fait appeler l'Antéchrist, qui se fait appeler celui qui était sur le Golgotha, et qui donne une des performances en même temps les plus extraordinaires qui aient jamais existé, qui est effectivement la séance du Vieux Colombier. Donc 47 créations du Festival d'Avignon par Villard, 48 séances du Vieux Colombier. Vous voyez bien, ce sont deux corps qui n'ont absolument rien à voir. Il y en a un qui est TNP, Théâtre National Populaire. Donc voilà, il y a un corps national populaire. Donc c'est le corps d'Angélique qui était orienté, et un corps hérétique, évidemment, dans l'autre. Et si vous voulez, c'était ça la grande promesse des avant-gardes, dont la performance faisait partie, c'est qu'ils n'ont pas. Bon, les forces étaient tellement disproportionnées qu'ils ont perdu la bataille de cette chose-là, et qu'ils ont été retournés comme un gant, quoi. Et ça revient effectivement à la question que vous posez, mais dont la question contient déjà la réponse, en fait. Hein. Voilà, et c'est très bien de conclure par une question qui incluait déjà la réponse, et par le propos toujours très un peu contradictoire de Yann Siré, qui en même temps nous démontre constamment la vitalité d'une pratique de la performance, tout en nous annonçant sa fin. Sa fin historique, c'est-à-dire que la performance maintenant, elle peut être étudiée comme on étudie le baroque, le maniérisme, le classicisme, le siècle des avant-gardes. On peut l'étudier maintenant. Voilà, il y a un corpus avec un certain nombre de personnes. Vous voilà un objet d'étude. Non, justement, eux, ils sont au-delà de ça. Ils sont par-delà cette histoire-là. C'est pour ça qu'on ne peut pas les assigner à des performeurs. Par exemple, quand je parle du grand taux de christique, est-ce que vous pensez, par exemple, aux performances de Michel Journiac ? Toutes les cérémonies qu'il crée, avec son propre sang,
qu'il transforme en hostie, etc. Si vous pensez aux performances de Gina Payne, par exemple, exactement pareil avec cette chose. Ça n'a rien à voir avec leur propre travail. C'est absolument différent. Et cette chose-là, à un moment, et c'est pour ça aussi qu'ils sont morts très vite, ça sera encore une histoire, pourquoi toutes ces grandes icônes, et j'y inclus les icônes du rock aussi, hein, qui se sont cramées comme ça dans ces performances-là, parce qu'il y a un plan de bascule de l'histoire qui arrive effectivement à la fin des années 70, début des années 80. Et tout d'un coup, effectivement, la performance devient majoritaire. Cette performance-là. Donc, ça n'est pas contradictoire. Il y a un plan historique de la performance qui est clos, et il y a une manière de la rejouer autrement, de la déplacer, de la décaler, de la dégénérer, de la régénérer d'une autre manière. Et c'est ce que je pense eux font très bien. Voilà. On va conclure par là en se disant... Oui, allez-y Sophie. Non, je voulais juste dire que par rapport à la proposition du nouveau festival, à la collaboration avec Serge, et comme il y a beaucoup de professionnels, je ne les vois pas et il y en a plein que je ne connais pas, mais je trouve que de prendre à bras-le-corps la chose, d'oser la faire, d'avoir les couilles, tout simplement, d'affronter même des zones d'ombre, ou juste de faire des choix d'artistes. Et je trouve on souffre et on est en train de devenir quand même le pays des ringards, quoi. Je veux dire, pour le théâtre, et c'est une réalité. Et il faut vraiment que chacun prenne son petit bouquin, soit pour se rassurer sur l'histoire de la performance, pas performance. S'il s'agit juste de soulager le budget, parce qu'avec un slip et un transistor, ça permet d'avoir une performance. Et je trouve qu'il faut vraiment que chacun prenne en charge là sa responsabilité. Et le fait que, moi j'ai toujours mis les programmateurs et les gens qui faisaient les programmes, qui dirigeaient des lieux, comme des accompagnateurs pour nous, mais comme les galeristes au début du siècle. C'est-à-dire que des gens comme nous, qui sommes des artistes, donc avec une écriture à part, qui sommes auteurs ou artistes, et ça ne peut exister qu'avec des gens qui ont des couilles et une certaine culture. Et apparemment, on s'en éloigne de plus en plus. Donc pour ceux qui sont encore un peu vigilants quant à leur rôle et à ce qui doit se passer maintenant pour pas qu'on devienne, et par rapport à Jean Vilar, c'est parce qu'on a découvert avec Xavier quand même, là, il y a 2 semaines, ils ont réédité les carnets Vilar et tout le blabla. Donc on s'est retrouvés d'une façon assez catastrophique devant ce pauvre Jean Vilar qui joue Marivaux. Et donc, on a regardé cette chose en se disant, mais on nous a grugé depuis des années, c'est-à-dire qu'il est pitoyable, c'est un très mauvais acteur. Et donc, après, on l'entend parler, et donc c'est très bien tout ce qu'il a fait. Et je me dis, c'est le début des hommes politiques en culture. Et on a ces éléphants sur nos épaules, et je trouve qu'il faut vraiment pas juste être content en disant... Waouh, c'est incroyable, gros masse, des acteurs dans une galerie, tout, c'est juste, faut le faire, quoi. Et qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Et voilà. Et donc j'espère que c'est une porte ouverte à des choix et à des scènes et à des ouvertures comme ça où les choses se passeront, pour pas qu'on agonise dans notre petite France proprette et un peu désespérante parfois. Donc voilà. C'est quand même le pays du fromage, quoi. Non. Eh ben, ce sera la vraie conclusion.